Et on continue sur notre lancée en creusant le sillon de nos thématiques sur l'énergie avec cette nouvelle session. Sommes-nous consuméristes? Sommes-nous frugaux, voire indifférents une fois la porte fermée? On en débat avec Lionel Zecri, qui est directeur marché des clients particuliers chez EDF, qui échange tout de suite avec Étienne Jarnel, le directeur du Point, et toujours sous vos applaudissements. Merci beaucoup, bienvenue Lionel Zecri. Alors, on va faire un truc qui est génial. On a tous rêvé d'être un peu voyeur, de regarder par le trou de la serrure, et là, on va faire ça, c'est génial. Et ah non, mais moi, je suis très excité, mais je l'assume en même temps. La plupart des gens, mais non, ça m'intéresse pas, c'est la vie privée des gens, c'est ça. Mais sérieusement, c'est absolument passionnant parce que nous sommes des consommateurs électriques, l'énergie, on n'a pas besoin de vous apprendre ça. Le sujet, s'il y a un sujet fondamental, c'est bien celui-là. Mais d'abord, j'ai envie de vous poser une question de méthodologie. En fait, comment on sait ce qui se passe? C'est grâce aux nouveaux compteurs et Linky que les complotos détestent tant, c'est ça? Alors, c'est notamment grâce au compteur communicant qui nous permet de récupérer un certain nombre de données et de les mettre à disposition de nos clients au rythme qui est décidé par nos clients. À chaque fois qu'on met de la donnée à disposition de nos clients, il faut qu'on ait le consentement de nos clients. Ils sont de plus en plus nombreux à nous donner des consentements pour accéder à leurs données de consommation de la veille chaque jour. Et c'est un phénomène qui a été très, très impacté par la crise énergétique de 2022. Avant 2000... Parce qu'ils regardent maintenant, c'est ça? Ils regardent, ils deviennent complètement addicts aux données de consommation et aux outils de suivi de consommation qu'on met à leur disposition. Avant la crise énergétique de 2022, on avait de l'ordre de 80 millions de connexions sur les outils de suivi de consommation qu'on met à disposition de nos clients, soit sur le web, soit via l'application EDF et moi. 2023 à 2024, on est à peu près sur les mêmes volumes, c'est 200 millions de connexions sur nos outils de suivi de consommation. Parce que c'est les outils qui permettent à nos clients, de comprendre comment ils consomment leur électricité, leurs énergies en général, comment se répartissent les postes de consommation au sein de leur foyer, comment ils peuvent se comparer avec des foyers similaires dans une région similaire pour voir s'ils sont en surconsommation ou en sous-consommation, et pouvoir mettre en place les gestes du quotidien qui permettent de diminuer les consommations d'énergie. Mais psychologiquement, la logique, c'est quoi? C'est comme moi quand je regarde mon appli sur mon téléphone pour savoir si j'ai marché la veille et donc je peux me faire une bière de plus. C'est un peu ça. C'est un peu ça, sans la bière. C'est comprendre qu'est-ce qui génère de la consommation d'électricité chez moi et comment je dois adapter mon comportement pour la diminuer. Par exemple, sur un foyer qui est chauffé à l'électricité, globalement, le poste chauffage ou climatisation, c'est entre 50 et 66% de la consommation. Ah oui, quand même. Diminuer d'1 degré la température de consigne, ça permet d'économiser de l'énergie. Quand on voit que dans sa consommation, on a une part significative de sa consommation qui vient du chauffage, ça pousse le client à s'interroger sur sa consommation d'énergie. On a fait une étude, notre recherche et développement a fait une étude dans la matière. Un client qui se connecte 2 à 3 fois par mois sur ces outils-là a globalement un gain d'énergie de l'ordre de 10%. 10% parce qu'il comprend et il agit. Donc c'est la même chose que le Nutri-Score dans l'esprit. C'est qu'on regarde un petit peu le Nutri-Score, le nombre de calories qui sont indiquées sur les étiquettes. Oui, c'est l'étiquetage dans la grande distrib, quoi. C'est proche de ces dynamiques-là. C'est je comprends, je modifie mon comportement, j'agis. Et aujourd'hui, compte tenu du prix de l'énergie, nos clients ils veulent aller au-delà et entrer dans une logique de pilotage de leur consommation. C'est-à-dire ne pas se limiter à simplement la diminution de leur consommation liée à l'adaptation de leur comportement, mais prendre la main sur le pilotage de leur chauffage, le pilotage de la charge de leur véhicule électrique. Et à votre avis, quel est le moteur des gens qui regardent? Est-ce que c'est la conscience environnementale? Est-ce que c'est l'argent, ou est-ce que c'est le nombrilisme? C'est-à-dire se regarder un petit peu, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? C'est quoi d'après vous? Je pense qu'il y a un peu de tout. La vérité, Lionel. Non, mais je pense qu'il y a vraiment un peu de tout. Ce qu'on a constaté, c'est que la consommation d'électricité, elle a baissé les 2 derniers hivers entre 7, 8, 9% par rapport à la période d'avant-crise énergétique. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est beaucoup comme ça. Oui, c'est énorme en termes de comportement des clients et sur le segment résidentiel. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une augmentation des prix qui a été importante, historique. Le tarif réglementé de vente, il a pris 45% depuis 2022.
Deux, il y a eu une prise de conscience collective sur les enjeux de la sobriété énergétique, portée par des campagnes de communication très importantes autour du triptyque « je baisse, j'éteins, je décale », qui a quand même contribué à une prise de conscience sur les leviers possibles pour maîtriser sa facture, mais aussi sur l'impact que ça a sur l'environnement. Et trois, il y a les solutions technologiques, les outils de suivi de consommation qu'on évoquait, dont les Français s'en sont vraiment emparés pour maîtriser leur consommation. À titre personnel, je pense que le premier facteur, c'est d'abord le facteur prix. Le médiateur national de l'énergie a sorti un baromètre là, il y a quelques semaines qui indique que 85% des Français sont préoccupés par la facture d'énergie et que 28% considèrent que c'est une difficulté de payer sa facture d'énergie aujourd'hui. Donc c'est un facteur qui est fondamental aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un rôle important des fabricants d'objets numériques où il y a des... Moi qui regarde assez peu la télé parce que j'aime pas beaucoup ça, mais j'en ai quand même racheté une parce qu'il faut de temps en temps regarder Michel Barnier, enfin il fallait. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est quand je mets en pause le truc très longtemps, non seulement la télé s'éteint, mais elle éteint la box. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un progrès des objets qui sont programmés maintenant pour économiser de l'électricité, un peu comme les moteurs dont on fait des progrès, les voitures ont fait des progrès. Alors ça, c'est l'étape qui commence dès maintenant, parce que nos clients, je vous le disais, ils ont compris comment utiliser les outils de suivi consommation pour adapter leur comportement et diminuer leur consommation. Ils ont envie d'aller au-delà, et pour aller au-delà, il faut piloter. Il faut être en capacité de diminuer sa température de chauffage quand on n'est pas à la maison, ou de faire des différences entre le jour et la nuit, les adapter quand on est en travail à domicile par rapport à un travail au bureau. Il faut être en capacité de piloter la charge du véhicule électrique en fonction de son besoin le matin quand on part au travail, mais aussi de son contrat pour déclencher la charge du véhicule électrique pendant les heures les moins chères pour optimiser le coût de son plein électrique, de sa recharge. C'est ça qu'ils attendent et c'est ça qu'on est en train de mettre à disposition gratuitement via l'appli EDF et moi pour permettre à nos clients de mieux piloter tous leurs usages énergétiques. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre sur les Français, sur leur consommation? Est-ce que les loisirs, par exemple les télés, les box, les téléphones portables, est-ce qu'on peut savoir ce que ça représente? Les consoles de jeux? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce qu'on peut apprendre là-dessus? C'est très difficile d'avoir des données particulières parce qu'il n'y a pas de sous-comptage par usage. On a des données chiffrées. L'ADEME indiquait que tout le multimédia pouvait représenter de l'ordre de 13% des consommations d'un foyer. Je pense que c'est un peu élevé, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est quand un client est chauffé à l'électricité, 50 à 60% de la consommation, c'est du chauffage ou de la climatisation. Un peu moins de 20%, c'est tout l'électroménager, y compris le multimédia, dont la part est croissante, parce que ça, c'est une tendance de consommation, d'avoir du divertissement de plus en plus et de plus en plus partout dans toutes les pièces de la maison. On a une dizaine de pourcents pour la production d'eau chaude et environ 5% pour l'éclairage. Et la production d'eau chaude, ça monte ou ça baisse? Les gens prennent des douches plus longues, plus courtes? Alors les bains? Ça, j'en sais rien du tout, parce que une grande partie de nos clients qui ont une production d'eau chaude électrique bénéficient du tarif heure pleine, heure creuse. Leur ballon d'eau chaude, il se déclenche pendant les heures creuses, il restitue de l'énergie pendant les heures pleines, et en principe, le ballon est bien dimensionné pour le nombre de douches que prennent les Français. Et donc, j'ai pas de données sur le nombre de douches par Français. Non, parce que vous savez qu'on a une mauvaise réputation dans le monde là, sur ce jeu. Il paraît. C'est ce qui, à mon avis, n'est pas juste d'ailleurs. Alors, la charge des véhicules électriques, parce qu'on en parlait tout à l'heure dans le couloir, on a tous les deux un scooter électrique, ouais. Le même modèle. Je pense que le mien est plus récent. Je ne sais pas. Je ne sais pas quand est-ce que vous l'avez. L'année dernière. Il est un peu plus récent. Et alors, ça, c'est quand même le gros phénomène. Les producteurs de voitures électriques ont un peu de mal aujourd'hui, mais on sait très bien que, de toute façon, ça va arriver assez vite. Cette consommation-là, ça peut représenter une grosse partie de la consommation d'un individu? Non. Parce que c'est la nuit, parce que c'est pas cher? Alors, c'est la nuit, et c'est ça à domicile, hein, et ça reboucle avec les enjeux de pilotage des usages. Globalement, ce qu'on va mettre en place, nous, au premier trimestre de l'année prochaine, depuis l'application EDF et moi, c'est la capacité à piloter depuis l'appli la charge du véhicule électrique en fonction de trois grands facteurs.
Le premier, c'est le besoin du client. Si vous partez au travail, vous devez partir tôt en ce moment compte tenu de vos chroniques matinales. Oh là là, c'est horrible. Mais si vous considérez que vous devez partir à 5 heures du matin de chez vous avec 80% de la charge de votre véhicule réalisée, ça va être le premier facteur. Le deuxième facteur, il va tenir compte de votre contrat. Si vous avez des heures creuses, et en particulier des heures creuses de nuit particulièrement compétitives, en fait, le dispositif va piloter la mise en œuvre de la charge de votre scooter électrique au moment où c'est le moins cher pour vous garantir 80% de charge à 5 heures du matin quand vous partez. Et donc, il va le calculer tout seul, ça. Il va le calculer en fonction de la connaissance qu'il a de votre contrat et de ce que vous allez mettre comme paramètre de nécessité d'avoir 80% de la charge. Et ensuite, il va regarder comment votre véhicule se comporte. Mais c'est intéressant parce qu'il y a une sorte de transfert jusqu'à présent dans le budget des gens, comme ils le présentent, et très souvent... on voit ça, ils se disent, bah voilà, mon budget, c'est mon loyer, c'est tant, la bouffe, c'est tant, EDF, c'est tant, et là, ça veut dire et l'essence, c'est tant, l'assurance de la bagnole, souvent il y a l'assurance de la bagnole qui est à côté, ça veut dire que là, en fait, en réalité, l'énergie du transport va être mise sur le budget de la maison. En partie. En partie parce que globalement, un utilisateur de véhicules électriques aujourd'hui, il charge à la maison quand il a une solution de charge à la maison. Il y en a de plus en plus, y compris en collectif, dans des logements collectifs. Il charge beaucoup au boulot, sur les parkings de son Moi, j'attends entreprise. impatiemment au point que... Écoutez... où il est Renaud, Grand Clément, qui est notre PDG, il est là. Je sais pas si voilà, le message est donc passé pour le scooter. Non, mais pour le scooter Renaud, il a d'Étienne. une voiture électrique aussi, donc on est concernés alors, tous les deux. On peut vous proposer des solutions, de l'installation de bornes de recharge sur vos parkings du point, et puis il change aussi sur la voie publique. Globalement, ça coûte moins cher à domicile compte tenu du prix du tarif de l'électricité que sur la voie publique, parce que sur la voie publique, on achète par ailleurs un service qui comporte la capacité à facturer, la puissance, etc. Et alors j'ai une question un peu perverse, mais est-ce que c'est dans les familles, quand les gens qui regardent en fait leur consommation d'électricité, est-ce qu'ils le font eux-mêmes ou est-ce que c'est leurs enfants, parce que souvent c'est les enfants qui sont un peu écolos, qui tyrannisent leurs parents en leur disant vous êtes des salauds, vous avez ruiné la planète. Est-ce que c'est eux qui regardent pour faire la leçon à leurs parents? J'ai l'impression que c'est de plus en plus les enfants, les jeunes qui sont vigilants sur ce point-là. Quand on regarde la propension des consommateurs à privilégier des produits respectueux de l'environnement, on a des taux qui sont beaucoup, beaucoup plus élevés chez les moins de 35 ans que sur les autres catégories de population. Et en même temps, ils vivent les contradictions qu'on vit tous. Moi, je suis fasciné par la capacité de jeunes adultes autour de moi, mes enfants en l'occurrence, pour me faire la leçon sur l'utilisation des bouteilles en plastique versus la gourde, mais être en capacité d'acheter un petit cardigan sur Vinted qui arrive du Portugal parce qu'on n'arrive pas à l'avoir à Paris. Et je pense que les consommateurs, ils sont dans ce type de contradiction entre la conscience environnementale, le prix, l'envie d'obtenir un bien. Mais je pense que oui, les jeunes sont plus sensibles sur ce point-là. Et on a des témoignages de clients qui nous disent, finalement, ces outils de suivi de la consommation, qui ne sont pas hyper sexy quand même, a priori, hein, c'est pas un sujet entertainment, hein, la consommation d'électricité. De plus en plus, ça devient des outils de dialogue dans les familles sur l'utilisation de l'électricité. Je reviens un instant sur l'incitation du prix. Ici, on est à TSE, une école d'économie mondialement connue, mais quand même sur ce sujet-là, c'est très important. L'écologie, on parle du prix du carbone, c'est quand même l'énorme sujet, et Christian Gaulier et Jean Tirole en parlent tout le temps en disant mais à la fin, l'enjeu numéro 1, c'est le prix du carbone, c'est comme ça qu'on fait évoluer les choses. Est-ce que votre expérience à vous, c'est ça, c'est-à-dire qu'une conscience écologique sans incitation de prix, ça sert à rien, ou ça joue qu'à la marge, et que c'est très important de faire évoluer la compréhension, le levier du prix et du prix du carbone pour que la conscience écologique qui peut préexister mais trouve une traduction concrète dans le comportement des gens.
Alors, je ne dirais pas que ça sert à rien. Je pense que c'est absolument essentiel dans la pédagogie, dans la compréhension des mouvements, parce que c'est quand même des éléments qui traduisent des tendances de consommation très profondes quand on regarde les grandes tendances de consommation. Mais je crois beaucoup à la pureté du signal économique, à la pureté du signal prix. Oui, quand on a un prix du carbone qui oriente les consommations vers des énergies décarbonées, quand on a une fiscalité qui est cohérente avec nos enjeux de lutte contre le changement climatique, quand on a des réglementations qui sont favorables à la décarbonation de nos usages, par exemple des réglementations qui favorisent l'installation de pompes à chaleur en remplacement de chaudières gaz, quand on a tout cet environnement qui est cohérent et qui donne des signaux économiques pertinents aux acteurs économiques que sont les ménages, je pense que ça aide à aller dans la bonne direction sur la lutte contre le changement climatique. L'isolation des logements, là, c'est un grand sujet qui a souvent été évoqué. Mais à la fin, est-ce que c'est vraiment ça a un impact? Ah oui, ça a un impact important sur les consommations, sur la capacité à diminuer les consommations. Quand vous vivez dans une passoire thermique, très difficile de baisser la température de consigne pour économiser de l'énergie. Quand vous vivez dans un logement bien isolé, là, vous pouvez commencer à jouer sur le pilotage de votre chauffage de manière beaucoup plus efficace. Vous avez des données sur la température chez les gens ou pas? Sur la température chez les gens? Ouais. Non, j'ai pas de données sur la température chez les gens. J'ai des données sur l'application par les Français, sur une source ADEME, je crois aussi, l'application par les Français des gestes du quotidien, qui montre que les petits gestes utiles, je baisse, jette un, je décale, qui montrent qu'ils sont très largement utilisés, en tout cas dans la déclaration des Français quand ils sont interrogés. Ouais, c'est du déclaratif, ça. C'est du déclaratif, c'est toujours Ouais. des études d'opinion, mais c'est à 88%, j'éteins la lumière quand je quitte une pièce. Je crois que c'est à plus de 67%, je ne fais une lessive qu'à pleine charge pour éviter de faire plusieurs lessives dans la semaine. Enfin, voilà, on voit que globalement, ces conseils, ces gestes utiles du quotidien, les Français s'en sont vraiment emparés parce qu'il y a un enjeu facture, parce qu'il y a des enjeux environnementaux. Est-ce qu'il y a des comparaisons internationales sur le sujet? Pas à ma connaissance, en tout cas, j'en ai pas. Parce qu'EDF n'a pas d'activité que... Oui, mais j'ai pas de comparaison. EDF est très présent avec un portefeuille client significatif en Italie, au Royaume-Uni et en Belgique, mais j'ai pas de données comparatives sur ces zones-là. Parce qu'il y a aussi une donnée qui me semble importante, c'est que la conscience du mix énergétique qui est derrière l'électricité qu'on a. Et comme chacun sait, vous avez compris le sens de ma question, le mix énergétique en France n'est pas exactement celui qu'on a en Allemagne, par exemple. Et donc on a un peu moins de charbon, il y a un peu moins de gaz, il y a un peu plus de nucléaire. Est-ce que ça c'est quelque chose qui... comment ça s'inscrit dans ce débat-là, y compris dans le débat domestique? Alors ça, c'est un enjeu qui est absolument clé, parce que tout le monde s'accorde à dire que pour lutter contre le changement climatique, il faut qu'on sorte des énergies fossiles, alors que 80% de l'énergie consommée dans le monde, ça reste de l'énergie fossile. Il faut arriver à bien faire passer, ce type d'événement permet d'y contribuer, l'idée que, on a une électricité qui est largement suffisante par rapport à nos besoins, compte tenu d'une part de la baisse de la consommation d'électricité ces dernières années, et d'autre part de la performance du parc nucléaire qui s'est bien redressé depuis 2022 et qui a des niveaux de performance corrects, qui fait que cette année, je pense qu'on va battre des records d'exportation d'électricité. Donc on a une électricité qui est... Notamment vers l'Allemagne. Hein. Notamment vers l'Allemagne. Non, mais je dis ça pour Angela Merkel. Qui est sinon abondante, au moins insuffisante. 2, on a une électricité qui reste compétitive par rapport aux autres pays européens quand on regarde les prix de marché sur la zone euro. Et 3, on a une électricité qui est décarbonée. Elle est décarbonée à plus de 97, presque 98%, parce qu'on a un mix nucléaire renouvelable, hydraulique, qui est extrêmement performant. Donc notre sujet majeur pour la lutte contre le changement climatique, c'est l'électrification des usages. Ça passe par l'électrification des transports lourds, transports domestiques. Ça passe par l'électrification des process industriels. Il y a encore des tas de process industriels qui utilisent du gaz pour du chauffage. Il faut accompagner les industriels pour les aider à avoir des paybacks suffisants et à investir dans l'électrification de leurs usages. Et ça passe par l'électrification de nos usages à domicile et notamment du chauffage.
Une pompe à chaleur par rapport à une chaudière gaz ou une chaudière fuel, c'est à peu près 50% de moins sur le budget chauffage, et c'est des émissions de CO2 qui sont divisées par 10. Donc il faut y aller. Pourquoi vous ne ressortez pas la publicité qu'on voyait dans ma jeunesse, là, sur la perceuse nucléaire? Vous vous souvenez de ce truc ou pas? Vous disiez, ma perceuse, non, c'est pas une perceuse électrique, c'est une perceuse nucléaire. Là, on vient de sortir une publicité sur la pompe à chaleur et ma meilleure amie avec un titre des années 90 pour démystifier l'objet pompe à chaleur et faire de la pédagogie sur oui, la pompe à chaleur est notre meilleure amie parce qu'elle permet d'adresser à la fois les enjeux de pouvoir d'achat, de budget et les enjeux de lutte contre le changement climatique. Mais pardon, j'insiste sur la question du nucléaire parce que c'est très intéressant. Ça a été assez diabolisé et en réalité aujourd'hui c'est un atout pour la France en termes d'émissions de CO2 qui est complètement dingue. Et on a l'impression que c'est... Les Français l'ont compris d'ailleurs. Hein. Ouais, mais que c'est toujours difficile à verbaliser. Il y a toujours une forme d'interdit là-dessus, de comment dire. Globalement, les gens ont compris. Macron lui-même a fait son grand tournant en nucléaire, on s'en souvient, il y a quelques années. Mais est-ce que dans la consommation, qui est quand même l'acte intime par excellence, c'est quelque chose qu'on peut redire, que c'est du nucléaire derrière? Sans aucun problème, parce que l'image du nucléaire a complètement changé, évolué ces dernières années. Le dernier baromètre image qu'on utilise chez EDF, qui interroge des Français sur un certain nombre de dimensions, montre qu'on a près de 60% des Français qui ont une opinion favorable sur le nucléaire. Ça s'est considérablement amélioré ces dernières années. Donc l'image du grand public est en train de changer. L'image d'industriel aussi est en train de changer. Je ne sais pas si vous voyez dans la presse des réflexions de data centers aux États-Unis qui s'installent à proximité de centrales nucléaires. Il y a quelques années, les mêmes acteurs de la tech ne juraient que par des énergies renouvelables. Et je pense en fait, on voit bien que dans l'idée des acteurs économiques, il y a bien un équilibre à avoir entre des énergies renouvelables, intermittentes, du nucléaire qui reste compétitif sur la durée. Bon, bah, on va se remettre à parler de la cafetière nucléaire alors. Pourquoi pas? Ok, c'est parti. On va avoir des questions. Merci beaucoup. Merci Étienne. Lionel Zecri, merci beaucoup. Et on va prendre vos questions, cher public. Levez bien la main si vous avez une question. Oui, monsieur, on va vous passer le micro. Oui, bonjour monsieur, j'avais une question, alors pas forcément en rapport avec le marché des clients, mais je pense que vous pourrez m'aider. Je sais que le groupe EDF est très engagé envers l'insertion des jeunes, notamment, avec un jeune, une solution. Voilà, vous étiez très engagé sur le sujet. Je voulais savoir si d'ici 2025 aussi, vous comptiez continuer en fait, à recruter des jeunes, que ce soit pour de l'alternance, des stages, etc., ou des contrats. Merci. Alors oui, c'est pour un ami. On recrute par milliers. J'ai pas les chiffres sur la région Occitanie, mais il y a dans la salle notre directeur à l'action régionale qui a une vision consolidée des recrutements de tous les métiers sur la région Occitanie. Vous pourrez le questionner après la conférence. Moi, dans ma seule division, c'est 250 recrutements de conseillers clients qui vont être réalisés en 2025 sur tous les territoires, puisque notre relation client est 100% en France, donc dans toutes les régions. Une autre question? Oui, on vous donne le micro, monsieur. Moi, je me demandais si c'était envisageable de faire de l'effacement sur le marché du particulier. On en fait, on a un peu plus d'1 million de clients qui disposent d'un effacement dans leur contrat. Qu'est-ce que c'est l'effacement, pardon? L'effacement, c'est la capacité du client à diminuer sa consommation et ses appels de puissance pendant les périodes les plus tendues pour le système électrique, pendant les périodes où globalement on a une consommation qui est très forte par rapport à notre capacité de production. Tu n'avais pas Tempo quand tu étais jeune? Et ça intervient en particulier l'hiver. Et donc on a plusieurs types de contrats, des anciens contrats au tarif réglementé de vente, l'option EJP, l'option Tempo, qui incitent économiquement les clients à diminuer de manière importante leur consommation pendant une vingtaine de jours d'hiver. Et puis on a développé de nouvelles offres de marché qui incitent aussi de la même manière nos clients à le faire. Donc on a d'ores et déjà des contrats qui incitent nos clients à s'effacer. L'effacement. Tu découvres. Et, excusez-moi, dans les solutions de pilotage du chauffage électrique que j'évoquais,
Nous commercialisons un certain nombre de solutions avec ce qu'on appelle de l'effacement explicite, c'est-à-dire que le client bénéficie d'une réduction du coût de l'installation de son pilotage du chauffage électrique contre l'engagement à ce qu'on puisse prendre la main sur sa température de consigne certains jours et diminuer automatiquement la température de consigne de son logement certains jours. Ça, c'est une flexibilité qu'on peut valoriser sur le marché de l'énergie et qui est restituée en partie au client au travers d'une réduction du coût de l'installation du pilotage de son chauffage. Je viens de comprendre l'intérêt de la culture de l'effacement, enfin. Je viens de la voir, celle-là. Je viens de la traduire en anglais. Une autre question. Eh bien, écoutez, merci encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, bonne fin de journée. On se retrouve dans quelques instants. On va parler du futur des voyages en train. Ceux qui m'aiment prendront l'IA. À tout de suite.